Bienvenue sur CivilNet, nous sommes à moins d'une semaine des élections législatives arméniennes qui se tiendront le 7 juin prochain. La campagne électorale bat son plein. Dans cette dernière ligne droite, les 19 partis et alliances se pavanent pour convaincre les électeurs de leur octroyer leur voix. Et Zara Nazarian, qui est journaliste et fondatrice et directrice de la publication du Courrier d'Erevan, observe depuis le début et de très près la course aux élections et on en parle justement avec elle. Bonjour Zara. Bonjour Annie. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Commençons par la première question. Comment est-ce que vous décririez l'ambiance de cette campagne par rapport aux campagnes électorales précédentes, celles notamment de 2021 ? Oui, écoutez, je pense que je dirais pas quelque chose d'inattendu si je dis que c'est une campagne qui est particulièrement fébrile. Même par rapport à 2021, qui était une campagne qui a juste suivi la défaite de la guerre de 2020, et même par rapport à la campagne de 2018, souvenez-vous, après la révolution de velours qui a porté l'actuel Premier ministre Nicole Pachinian au pouvoir. Parmi ces trois campagnes, si on peut comparer ces trois-là, sans aller plus loin, c'est peut-être la plus fébrile, là où il y a le plus de passion qui se déchaîne, là où il y a le plus d'acteurs aussi qui interviennent. Et à la différence aussi des campagnes précédentes, je pourrais peut-être dire que si avant il y avait toujours des influences, il y avait toujours des back-office, si on peut dire ainsi, pendant les élections de la part des partis, là ça frôle l'ingérence, ce qui se passe actuellement sur le champ politique arménien. Vous voulez dire quoi par rapport ? Je veux dire une très forte présence de la Russie dans cette campagne. Et là encore une fois, si avant c'était plus ou moins voilé, en tout cas il y avait une sorte il y avait quelques règles qui étaient observées, des lignes rouges au-delà desquelles on ne pouvait pas aller. Là, on a vraiment l'impression que tous les moyens sont bons, y compris les plus absurdes. Pardon, tous les moyens sont bons, y compris les plus absurdes. Et au final, on a une bataille où vous avez les acteurs locaux et vous avez aussi les acteurs étrangers qui se montrent ouvertement et qui préviennent qu'en cas de telle ou telle issue de cette élection, il y aura telle ou telle conséquence. C'est absolument inconcevable. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a justement le plus surpris dans cette campagne aussi ? Est-ce que c'est cette ingérence, la présence justement d'un pays tiers dans cette campagne finalement interne ? Oui, d'un pays tiers, oui, on peut le dire. On parle de la Russie pour pas la nommer, c'est très, très clair pour tout le monde. Mais je dirais même des pays tiers, parce que d'un côté, il y a un soutien au gouvernement sortant qui est affiché par l'Occident, y compris et surtout en la personne des États-Unis d'Amérique, qui soutiennent ouvertement au niveau du président Trump et aussi au niveau des autres. Suite aux déclarations récentes de Donald Trump d'un soutien. Voilà. On ne peut évidemment pas l'appeler ingérence, c'est un soutien. C'est parfait. Sauf que jamais auparavant, un soutien n'était allé aussi loin, n'était aussi évident. Évident. Voilà. Donc tout ça, ça fait vraiment que cette élection qui est censée être une élection au niveau national, au niveau de l'État de la République d'Arménie, se transforme en un spectacle, j'ose l'appeler comme ça, un spectacle régional, voire mondial, où des puissances étrangères, des centres d'intérêt, des pôles d'intérêt même, sont fortement impliqués, ne serait-ce qu'en l'observant de très près. Et comment vous expliquez justement cette différence flagrante dans cette campagne aussi ? Qu'est-ce qui pousse des campagnes qui sont nationales à devenir une plateforme internationale où d'autres pays, que ça soit, vous l'avez noté, les États-Unis ou la Russie, s'en mêlent en quelque sorte ? Qu'est-ce qui distingue justement cette campagne qui pousse les frontières au-delà des frontières arméniennes comparé aux autres campagnes ? Oh, je comprends. Non, je pense que c'est le contexte à la fois régional, parce qu'on n'oublie pas qu'on a... L'instabilité régionale. Évidemment, on a la guerre en Iran qui est à quelques heures de route d'ici et qui est le voisin immédiat et très important de l'Arménie. Donc, partenaire stratégique de l'Arménie. Absolument, absolument. Voisin et partenaire stratégique, et il le restera toujours. Voilà, et donc ça c'est très important.
Et n'oublions pas que cette guerre n'est pas encore finie. Bon, heureusement, Dieu merci, elle s'est un peu calmée. On espère que ça va continuer comme ça, mais c'est pas fini. La question n'est pas résolue. Donc le contexte régional, le contexte international, parce que personne n'a oublié la guerre en Ukraine, même si ça traîne depuis 4 ans, si on peut dire ainsi par rapport à une guerre. Il n'y a pas de cynisme dans mes mots, vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a cette question donc internationale aussi. Il y a aussi la question de l'influence, de la présence ou pas de la Russie qui a été partenaire de l'Arménie depuis au moins 100 ans, sinon beaucoup plus, parce que ça dépend à quelle échéance historique on regarde. Il y a tout ça qui s'est concentré au même moment, au même point. Voilà, ce qui fait que cette élection en Arménie, effectivement, c'est un événement extrêmement important, non seulement pour notre pays, mais aussi pour la région, voire donc plus largement pour la situation internationale. On va parler un petit peu des électeurs, parce que c'est quand même eux qui, au final, vont choisir leur prochain Premier ministre. Est-ce que vous avez constaté un décalage entre les sujets qui sont abordés par les responsables politiques et les préoccupations des électeurs dans cette campagne ? Le décalage entre les thèses des candidats et les préoccupations des électeurs existe toujours et partout dans tous les pays. C'est pas une exclusivité arménienne, si j'ose dire. Ce qui se passe au niveau de l'Arménie, c'est que ici le discours est surtout concentré sur la question de la guerre ou la paix. Donc, est-ce qu'on va de nouveau avoir une guerre ou est-ce qu'on est définitivement engagé sur le chemin de la paix? Le gouvernement de Nicole Pachinian persiste et signe et souligne par tous les moyens possibles et imaginables, y compris justement par des moyens symboliques comme les colombes qui ont été lâchées il y a quelques jours pendant le défilé. Aussi, on peut très bien parler des armoiries qui viennent d'être refaites, de l'absence de l'Ararat, de la symbolique nationale, etc., etc. Par tous les moyens, on souligne qu'on veut la paix et on va vers la paix. Donc, ce discours de la paix à tout prix, la paix à tout prix ou la paix tout court, comme vous voulez, d'un côté, et la menace d'une guerre justement qui est propagé donc dans le cadre de ce discours d'un côté, de l'autre côté justement les opposants essayent de récupérer ce discours pour montrer que sans la Russie il n'y aura pas cette paix. Donc la Russie et donc la présence d'un pays tiers, d'un pays, si je peux dire, d'un adulte par rapport à l'enfant que représente l'Arménie, si on le voit un peu comme ça, que c'est absolument indispensable. Donc bon, on est dans ce discours-là très fortement, alors que les gens à tous les niveaux, bien sûr, la guerre ou la paix, c'est une question extrêmement importante qui conditionne tout le reste, mais il y a tout ce qui est les questions des conditions d'installation et de la suite, de la continuité de la présence des personnes déplacées d'Artsakh, et c'est extrêmement important. Ils n'ont pas disparu, ils n'ont pas été dilués, ils existent. Et il y a des tas de problèmes qui n'ont pas encore été résolus, même si les efforts sont quand même perceptibles, il faut bien le dire. D'accord? D'un côté, donc ça. De l'autre côté, l'éducation. Du troisième côté, c'est les régions qui sont en fort décalage par rapport à la capitale, parce que ici à Yerevan, vous vous sentez pratiquement en Europe. Enfin, tout est parfait, tout est propre, tout est sécure, tout est beau. À tous les niveaux, les services et donc tout ce qu'il faut pour une vie confortable, disons, est assuré, et c'est très bien et c'est fort saluable, bien sûr, mais on a quand même les régions qui sont encore à 20 ou 30 ans de décalage de cette vie qu'on a ici dans la capitale. Donc ça, pour moi, c'est une question extrêmement importante, comme par exemple aussi la question de l'agriculture, parce que les agriculteurs arméniens ont des tas de problèmes, notamment par rapport à leurs relations avec leurs banques, à des prêts qu'ils n'arrivent pas à rembourser, etc., etc. Donc tout ça, ça aurait dû faire partie du discours des candidats, de tous les candidats. Moi, je voulais justement, c'était la question suivante, je voulais qu'on s'attarde un petit peu sur les villages, parce qu'on a beaucoup vu sur les régions, donc on a beaucoup vu les campagnes faites à Erevan ou dans les grandes villes comme Gyumri, Vanadzor. Même du côté des médias, même si ça a été abordé, ça a été les villages et dans les régions, ça a été un petit peu mis de côté dans le milieu rural, justement. Quels sont les problèmes auxquels sont confrontés les villageois de façon générale dans le milieu rural et
qui en parle aussi. Donc, de quoi elle parle, qu'est-ce qu'il voudrait voir changer, et est-ce que, au final, tous ces partis-là, quand ils sont partis en campagne, déjà, est-ce qu'ils sont tous partis en campagne électorale dans les villages? Mais si c'est arrivé, est-ce que vraiment ils ont écouté ces villageois qui, en fait, constituent quand même une grosse majorité de la population arménienne qui va aller voter? Oui, non, mais on est absolument d'accord. Encore une fois, l'Arménie ne se limite pas à la capitale, même si un tiers de la population y vit, même plus peut-être. En ce qui concerne les villages, enfin les régions de l'Arménie, on va dire comme ça, je ne peux pas dire que la campagne est absente. Je pense qu'à peu près tous les grands blocs ou tous les grands partis en lice ont fait des déplacements et continuent à faire leurs déplacements dans les régions où ils font donc des grands meetings, des présentations de leurs projets, etc., surtout de leurs leaders, parce que malheureusement, dans la culture politique arménienne, un programme est plus incarné par un leader que par un texte qu'on lit et donc sur lequel on discute. C'est la réalité. Donc je ne pense pas qu'il soit tellement délaissé. En revanche, il est fort possible que les derniers événements, et là on revient un peu au début de notre conversation, donc au message qu'envoie la Russie, le principal partenaire économique de l'Arménie, ça peut avoir un rôle assez important à jouer parce que justement les villageois, les paysans arméniens vivent de leur exportation et la Russie ferme article après article, produit après produit, ferme le droit donc d'entrée, enfin d'importation cette fois-ci, aux produits arméniens. Il le fait dans quel objectif? C'est dit tout à fait ouvertement, c'est dit au début, ceci dit, il y a une nuance. Au début, si on prenait des pincettes et on disait qu'on a retrouvé telle ou telle substance, par exemple dans l'eau minérale, djermouk par exemple, ou dans certains fruits ou légumes arméniens, et donc Rospotrebnadzor, c'est un organisme qui s'occupe justement de vérifier et de suivre la conformité des produits importés donc aux exigences du marché russe. Si au début on trouvait telle ou telle substance et on disait tiens voilà, donc ça peut plus être importé parce qu'on a trouvé telle composante. Là maintenant, ces derniers jours, on dit ouvertement l'importation de tel ou tel produit est arrêtée jusqu'à la clarification de la situation, donc des relations entre les deux pays. Ouais, on parle ouvertement. Bon, c'est peut-être pas plus mal de dire ouvertement les choses parce que personne n'est dupe. Tout le monde comprend très bien d'où viennent ces restrictions et à mon avis, ça dévalorise et ça, c'est pas digne d'un grand pays qui est la Russie de se cacher derrière des prétextes aussi faux ou artificiels. Je ne sais pas quel est le mot, c'est à vous de choisir que cela. Donc voilà, on en est en plein donc, débat. En revanche, ce qui est fort important et fort bien, je dirais aussi, c'est que malgré tout ce qui se passe, malgré tous les dépassements d'un côté et de l'autre, malgré donc cette réalité pas toujours facile des journée qui précède l'élection, donc vous l'avez rappelé le 7 juin, dans quelques jours, on a quand même un constat, c'est qu'il y a un débat démocratique, il y a un processus démocratique en Arménie, un véritable processus démocratique, il y a plusieurs partis, plusieurs candidats, plusieurs 19, projets. C'est énorme, hein? C'est énorme. C'est un indicateur trop, aussi. C'est même trop. Voilà, c'est un indicateur du fait qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord aussi. Mais bon, ça c'est autre chose. C'est un autre débat. Mais je veux dire, c'est quand même le débat démocratique est présent. Donc on a réussi à instaurer une réalité dans laquelle personne ne vit plus dans l'ancienne formule. Et souvenez-vous qu'à l'époque soviétique, encore vous ne pouvez pas vous en souvenir, mais à l'époque soviétique, en général, quand on allait aux élections, il y avait un parti et son candidat recueillait quelque chose comme 99,99% de suffrages et il y avait 0,01 donc, % qui restait donc, pour faire le semblant d'une élection. On a complètement dépassé et oublié, mais c'est en l'espace d'une génération seulement. Cette époque-là est définitivement enterrée. Et même l'époque où on distribuait
des pots de vin, de l'argent clairement, ou des préférences aux électeurs, où on en promettait. Ça aussi, c'est révolu. On est en plein débat. Mais est-ce que c'est révolu parce que c'est Pachinian qui est Pachinian au pouvoir, au final? Est-ce que c'est pas... Je ne sais pas si c'est... Il se fait garant de la démocratie depuis 2018. Je ne sais pas si c'est Pachinian en personne qui est à l'origine de ça. Certainement pour beaucoup, oui, quand même. Ou si c'est peut-être le développement historique. Donc il y a quand même un processus historique qui est en marche et qui nous amène donc vers cette réalité. Mais il faut bien le constater d'abord. Et puis quand même, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'efforts qui ont été faits. Il faut bien dire les choses comme elles sont, parce que quand vous regardez nos voisins, pour pas aller plus loin, mais ne serait-ce que la région, il y a un pays où une élection n'est même pas envisageable, c'est le règne à vie, et d'une génération à l'autre, d'accord? Et à l'autre pays... C'est l'Azerbaïdjan. C'est l'Azerbaïdjan, clairement. Et à l'autre, donc notre voisin du Caucase du Sud, qui se trouve dans une situation où il faut faire attention. Allez, on est en Géorgie. Et justement, je voulais vous parler un petit peu de... On parle souvent du fait qu'on va élire le prochain leader du pays, mais on parle d'élections législatives, donc c'est-à-dire qu'il y aura dans ces élections législatives, il y a le Parlement. On entend parler du Parlement et ses députés. Et moi, je voulais vous demander, selon vous, en fonction du vote ou des élections, en fonction des résultats, qu'est-ce qui pour vous serait le plus grand défi auquel devra faire face justement ce prochain Parlement? D'abord, oui, on parle toujours des personnes qui dirigent tel ou tel parti. Là, encore une fois, on n'est pas encore arrivé à un stade où on parlerait du programme. Mais l'Arménie a changé donc, de mode de direction, en quelque sorte. C'était un régime semi-présidentiel. Depuis 2018, comme vous le savez, on se trouve dans un régime parlementaire, dans un système parlementaire, qui, oui, envisage la présence des députés, de plusieurs députés, des bords assez différents, voire contradictoires, donc au Parlement. C'est une très bonne chose, et c'est un danger à la fois. C'est une bonne chose parce qu'encore une fois, ça permettra le débat démocratique au sein du Parlement, parce que quand vous avez tout le monde qui pense la même chose, ou qui dit la même chose, ok, sans le penser, c'est quand même assez dangereux pour l'avenir du pays et pour l'avenir justement démocratique du pays. Mais quand vous avez trop de voix et qui n'arrivent pas à se mettre d'accord, on risque d'arriver à un blocage. Donc on se trouve dans cette phase, on ne réalise pas encore que demain, cette élection, effectivement, va conditionner non seulement le futur Premier ministre qui va diriger ce pays, mais aussi le Parlement qui sera, lui, amené à prendre des décisions et peut-être à la fin de maintenir ou pas ce Premier ministre. Donc l'enjeu est énorme, énorme. Peut-être le plus important depuis les quelques décennies qui existe l'Arménie indépendante, oui. Merci beaucoup Zara pour cette discussion. Merci à vous Annie. Merci à vous d'être resté avec nous et continuez à suivre CivilNet.